Le lundi était gris à Clermont-Ferrand, comme souvent en septembre. Les nuages pesaient sur la ville universitaire, créant cette atmosphère particulière où chaque bruit semble étouffé, où chaque pas résonne différemment sur le pavé humide. Marina Santos regardait par la fenêtre de sa chambre universitaire, son téléphone à la main, un sourire discret aux lèvres. Dans quelques heures, elle serait à Paris. Cette pensée la réchauffait plus que le radiateur défaillant de sa petite chambre. À 22 ans, Marina portait en elle cette énergie particulière des jeunes femmes qui découvrent le monde. Venue de Sao Paulo pour un échange universitaire de 6 mois, elle était éprise de la France d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Ses longs cheveux bruns encadraient un visage expressif, animé par des yeux sombres qui pétillaient dès qu'elle parlait de ses découvertes européennes. Ce voyage à Paris représentait bien plus qu'une simple escapade de fin de semaine. Était son cadeau d'anniversaire à elle-même, une façon de célébrer ses premiers mois d'indépendance loin de sa famille brésilienne. « Mãe, estou tão animada » s'écria-t-elle dans son téléphone, mélange naturel de portugais et de français qui caractérisait désormais ses conversations. Sa mère, Conceição. Elle écoutait depuis leur appartement de São Paulo, où il était encore tôt le matin. La voix de sa fille résonnait avec cette joie communicative qui avait toujours été sa marque de fabrique. « Tu vas faire attention, minha filha », répondait Conceição, cette inquiétude maternelle universelle perçant dans sa voix. « Paris, c'est grand. C'est différent de Clermont-Ferrand. » Marina riait de ce rire cristallin qui faisait se retourner les têtes dans les couloirs de l'université. « Maman, j'ai 22 ans, et puis c'est juste pour le week-end. Je reviens dimanche soir. Grand-mère m'attend pour le dîner lundi, tu te souviens ?» Cette mention de la grand-mère fit sourire Conceição. Dona Carmen, la mère de son mari, avait pris l'habitude d'appeler Marina chaque dimanche soir depuis le début de son séjour en France. Un rituel familial qui rassurait tout le monde et maintenait ce lien invisible mais vital entre les générations. La vieille dame de 80 ans avait une façon particulière de s'inquiéter, posant toujours les mêmes questions sur l'alimentation, le sommeil, les études, mais surtout sur le cœur de sa petite fille. Marina fit le tour de sa chambre du regard. Sur son bureau s'empilaient les livres de littérature française, annotés de sa petite écriture serrée. Des photos de famille étaient épinglées au-dessus de son lit, face souriante qui la regardait depuis l'autre côté de l'Atlantique. Son père, Ricardo, mécanicien aux mains toujours tachées d'huile mais au sourire tendre. Sa mère, employée dans une petite épicerie du quartier, qui économisait chaque réal pour permettre à sa fille cette aventure européenne. Et grand-mère Carmen, avec ses cheveux blancs tirés en chignon, et ses yeux perçants qui semblaient tout voir, tout comprendre. « J'ai déjà mon billet », expliqua Marina en sortant son ticket de car de son sac à dos rouge vif, celui qu'elle emmenait partout depuis son arrivée. Départ à 18h02, arrivée vers 22h. Je vais dormir dans cette auberge de jeunesse près de Montmartre dont je t'ai parlé. Demain, musée du Louvre. Et peut-être une promenade le long de la Seine s'il fait beau. Sa voix trahissait cette excitation particulière des premières fois, celle qu'on ressent avant de découvrir quelque chose de nouveau, d'important. Paris représentait pour elle l'aboutissement de tout ce voyage, le symbole de cette France qu'elle apprenait à aimer à travers Balzac, Flaubert et tous ces écrivains qu'elle étudiait avec passion. « Tu m'appelles en arrivant, promis ?» insista Conceição. « Promis ?»« Mais, vers 22h30, je t'appelle. » Marina raccrocha et se dirigea vers son armoire. Elle n'avait pas besoin de beaucoup pour ce voyage. Quelques vêtements légers, son livre du moment, Elle, étranger de Camus qu'elle relisait pour un exposé, et son cahier de notes personnelles où elle consignait ses impressions sur cette nouvelle vie française. Ce cahier était devenu son confident, le réceptacle de ses questionnements sur l'identité, l'appartenance, cette sensation étrange d'être entre deux mondes. La résidence universitaire vibrait de cette énergie particulière des fins d'après-midi.
Des éclats de rire fusaient des chambres voisines, des pas résonnaient dans les couloirs, des portes claquaient. Marina connaissait maintenant ces bruits par cœur, cette symphonie quotidienne de la vie étudiante qui l'avait d'abord dépaysée, puis rassurée. Elle était fait quelques amis parmi les autres étudiants internationaux, mais gardait cette tendance naturelle à la solitude contemplative qui caractérise souvent ceux qui vivent loin de chez eux. En descendant les escaliers, elle croisa Sophie, une étudiante française de son âge, avec qui elle partageait parfois le petit déjeuner. « Tu pars en voyage ?» demanda Sophie en voyant le sac à dos. « Paris, première fois !» répondit Marina, ses yeux brillants d'anticipation. « Tu vas adorer. Fais attention à toi quand même. Surtout le soir. » Marina hocha la tête, touchée par cette gentillesse spontanée qu'elle avait appris à apprécier chez les Français. Malgré leur réputation de froideur, elle avait trouvé ici une forme de bienveillance discrète, moins démonstrative qu'au Brésil peut-être, mais sincère. La rue Blaise Pascal S étendait devant elle, bordée de ces immeubles en pierre volcanique, caractéristiques de Clermont-Ferrand. Marina aimait cette particularité architecturale qui donnait à la ville son caractère unique. Elle avait appris que cette pierre noire venait des volcans d'Auvergne, et cette idée l'amusait. Vivre dans une ville construite avec de la lave refroidie, comme si le passé géologique continuait de façonner le présent humain. En marchant vers la gare routière, elle repensait à sa conversation téléphonique avec sa mère. Cette inquiétude maternelle la touchait et l'agaçait à la fois. Concession avait tant sacrifié pour financer ce voyage d'études, des mois de travail supplémentaires à l'épicerie, des soirées passées à compter et recompter les économies familiales. Marina portait ce poids de la gratitude et de la responsabilité, cette pression douce mais constante de réussir, de justifier tous ses sacrifices. Le centre-ville de Clermont-Ferrand s'animait en cette fin d'après-midi. Les commerces se préparaient à fermer, les bureaux se vidaient, les cafés se remplissaient. Marina observait cette chorégraphie urbaine avec l'œil curieux de elle étrangère. Chaque détail lui semblait digne d'attention. La façon dont les Français commandèrent leur café, leurs intonations spécifiques, leurs gestes quotidiens qui différaient subtilement de ceux qu'elle connaissait au Brésil. Son téléphone vibra. Un message de sa colocataire de chambre, Amélie, partie pour le week-end chez ses parents à Lyon. « Bon voyage à Paris. Ramène-moi des macarons la durée. » Marina sourit. Ces petites attentions créaient une familiarité rassurante dans cette vie d'expatrié temporaire. La gare routière apparut au bout de la rue, bâtiment moderne et fonctionnel qui contrastait avec l'architecture historique du centre-ville. Marina consulta sa montre, 17h05. Elle était en avance, comme toujours. Cette ponctualité excessive était un trait de caractère qu'elle tenait de son père, mécanicien méticuleux pour qui chaque minute comptait. En approchant du terminal, elle repensa à sa dernière conversation avec grand-mère Carmen, la veille au soir. La vieille dame avait cette intuition particulière qui inquiétait parfois Marina. « Fais attention à toi, mignonne nettinha », avait-elle dit de sa voix un peu cassée mais toujours ferme. « Parfois j'ai des pressentiments et en ce moment je me fais du souci sans savoir pourquoi. » Marina avait ri. Avec cette légèreté de la jeunesse qui ne prend pas au sérieux les inquiétudes des anciens. « Grand-mère, tu te fais toujours du souci ? Je vais bien. Tout va bien. » Maintenant, devant l'entrée de la gare routière, cette conversation lui revenait avec une acuité particulière. Elle secoua la tête, chassant ses pensées qu'elle jugeait irrationnelles. Grand-mère Carmen avait toujours eu tendance à dramatiser. C'est était sa façon d'exprimer son amour. L'intérieur du terminal bourdonnait d'activité. Des voyageurs attendaient avec leurs bagages, des annonces résonnaient dans les haut-parleurs, des employés circulaient avec cette efficacité routinière des lieux de transit. Marina se dirigea vers les panneaux d'affichage pour vérifier l'heure de départ et le quai. Paris, 18h02, quai 4. Tout était conforme à son billet. Elle sortit son téléphone et prit une photo de ces panneaux, par réflexe documentaire. Depuis son arrivée en France, elle avait pris l'habitude de photographier les moments banals du quotidien, créant une sorte de journal visuel de son expérience européenne. Ces images,
Elle les envoyait régulièrement à sa famille, fragments de sa nouvelle vie qui rassuraient ses proches restés au Brésil. Un groupe d'étudiants français attendait près d'elle, parlant de leurs projets parisiens avec cette désinvolture de ceux pour qui la capitale n'est qu'à quelques heures de route. Marina les écoutait distraitement, captant des bribes de conversation sur des expositions, des soirées, des amis à retrouver. Elle enviait cette familiarité avec la géographie française, cette capacité à se déplacer naturellement d'une ville à l'autre, comme elle le faisait entre les quartiers de São Paulo. 17h12. Marina consulta encore son téléphone. Vérifia qu'elle avait bien son billet, son passeport, son portefeuille. Cette vérification compulsive était devenue une habitude depuis qu'elle vivait seule, loin de sa famille. Une façon de se rassurer, de maintenir un sentiment de contrôle sur sa vie. Elle se dirigea vers le quai 4, traversant le hall principal d'un pas confiant. Son sac à dos rouge se balançait légèrement sur ses épaules, contenant tout ce dont elle avait besoin pour ce week-end qui s'annonçait magique. Dans quelques heures, elle découvrirait Paris, cette ville mythique qui hantait ses rêves depuis l'enfance. Le quai 4 se trouvait au fond du terminal, accessible par un couloir plus étroit bordé de distributeurs automatiques et de quelques sièges en plastique. Et l'éclairage était plus faible ici, créant une atmosphère légèrement différente du hall principal. Marina remarqua que peu de voyageurs attendaient encore à cette heure. La plupart des départs de fin d'après-midi étant probablement déjà effectués. Elle s'installa sur un siège et sortit son livre. Lire quelques pages en attendant l'embarquement était devenu un rituel. Camus l'accompagnait dans cette découverte de la France, créant une sorte de dialogue intellectuel entre la littérature et la réalité vécue. Aujourd'hui, maman est morte, relut-elle pour la énième fois, ses premiers mots qui résonnaient différemment selon son humeur, selon le moment. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Boa viagem, minha filha, te amo ». Ces mots simples la touchèrent plus qu'elle ne l'avait anticipé. La distance géographique amplifiait parfois l'émotion, rendait chaque attention plus précieuse, plus significative. Marina répondit rapidement « Obrigada, main, je t'appelle en arrivant, te amo também ». 17h35. L'autocar Paris devrait arriver d'une minute à l'autre. Marina rangea son livre et observa autour d'elle. Le quai était maintenant presque désert. Seuls quelques voyageurs attendaient encore, dispersés sur les sièges. Cette tranquillité contrastait avec l'agitation qu'elle avait connue dans d'autres gares, à São Paulo notamment, où l'attente était toujours collective, bruyante, chaleureuse. Un homme en uniforme passa près d'elle, probablement un employé de la compagnie de transport. Il semblait pressé, consultait sa montre, parlait dans un talkie-walkie d'une voix trop basse pour qu'elle puisse comprendre. Marina ne lui prêta pas particulièrement attention, concentrée sur l'arrivée imminente de son bus. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Les caméras de surveillance du quai, qu'elle avait machinalement repérées en arrivant, semblaient inactives. Leurs petites lumières rouges ne clignotaient pas comme d'habitude. Elle fronça les sourcils, intriguée par ce détail qui lui paraissait étrange sans qu'elle puisse vraiment expliquer pourquoi. Son téléphone vibra encore. Cette fois, était un appel de grand-mère Carmen. Marina hésita un instant, puis décrocha. « Oa, vovo !» Marina, « Minha netinha, je voulais encore t'entendre avant ton voyage. J'ai ce sentiment bizarre depuis ce matin. » Grand-mère, « Tout va bien, je te promets. Je suis à la gare, j'attends mon bus pour Paris. Dans quelques minutes, je serai parti. Je sais, mais promets-moi de faire attention. Parfois, les endroits qui paraissent sûrs, la voix de la vieille dame se perdit dans un grésaillement. Marina regarda son téléphone, l'écran affichait « Appel terminé ». Elle rappela immédiatement, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Problème de réseau? Certainement. 17h40. Marina commençait à s'inquiéter de ne pas voir arriver l'autocar. Elle se leva et se dirigea vers les panneaux d'information, vérifiant une nouvelle fois l'heure et le quai. Tout correspondait bien à son billet. Peut-être un retard, cela arrivait souvent. C'est en revenant vers son siège qu'elle remarqua l'homme.
Il se tenait près de la sortie de service, celle que seuls les employés étaient censés utiliser. Grand, casquette vissée sur la tête, veste sombre. Il semblait la regarder, ou du moins regarder dans sa direction. Quand leurs regards se croisèrent, il détourna rapidement les yeux. Marina sentit un frisson désagréable parcourir son échine. Ce N était probablement rien, juste son imagination qui lui jouait des tours, alimentée par les inquiétudes de sa grand-mère. Mais quelque chose dans l'attitude de cet homme la mettait mal à l'aise. Elle retourna s'asseoir et consulta encore son téléphone. Toujours aucun message, aucun appel. Le silence radio de sa grand-mère l'inquiétait plus qu'elle ne voulait se l'avouer. Donna Carmen avait cette habitude de rappeler plusieurs fois quand une conversation était coupée, surtout quand il s'agissait de sa petite fille bien-aimée. 17h45. Toujours pas d'autocar en vue. Marina commença à ressentir cette angoisse particulière des voyageurs, ce mélange d'impatience et d'inquiétude qui naît quand les horaires ne sont pas respectés. Elle se leva encore, fit quelques pas sur le quai, consulta les panneaux d'information. L'homme à la casquette avait disparu. Cette constatation la soulagea sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi. Elle était peut-être plus nerveuse qu'elle ne le pensait. Cette première fois à Paris l'impressionnait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Son téléphone sonna. Le nom de sa mère s'afficha sur elle, écran. Marina décrocha immédiatement. « Marina, ta grand-mère vient de m'appeler. Elle était inquiète parce que votre conversation s'est coupée. » « Oui, problème de réseau, je pense. Dis-lui que tout va bien, que je l'appelle dès que je suis dans le bus. »« D'accord, Minafilia. Tu n'es pas encore parti ? » ?»« Un petit retard, rien de grave. Le bus va arriver. »« Bon, fais attention à toi. Je t'aime. »« Moi aussi, main. » Marina raccrocha, rassurée par cette conversation banale qui la reliait à son monde familial. Ces liens invisibles, mais vitaux, qui l'accompagnaient partout, même dans cette gare routière de Clermont-Ferrand où elle attendait seule son bus pour Paris. C'est à ce moment-là qu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit l'homme à la casquette qui s'approchait. Il marchait directement vers elle, et dans ses yeux, Marina lut quelque chose qui la glaça d'effroi. Ce N était plus du simple intérêt ou de la curiosité. C était autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus menaçant. « Excusez-moi, mademoiselle », dit-il d'une voix que Marina trouva immédiatement déplaisante. « Il y a un problème avec les départs ce soir. Pourriez-vous me suivre un instant ?» Marina serra instinctivement son sac contre elle. Quelque chose dans le ton de cet homme, dans sa façon de se tenir, dans le fait qu'il ne portait aucun badge d'employé visible, lui disait de ne pas le suivre. Mais elle se trouvait seule sur ce quai. Et il était plus grand et plus fort qu'elle. « Quel genre de problème ?» demanda-t-elle, reculant légèrement. « Un incident technique. Tous les passagers doivent se présenter au bureau d'information. C'est par ici. » Il désignait la sortie de service, celle que Marina avait remarquée plus tôt. Cette sortie qui n'avait rien à voir avec un quelconque bureau d'information. Son instinct lui criait de fuir, de crier, de faire quelque chose. Mais la peur la paralysait. Cette peur ancestrale qui saisit les proies face aux prédateurs. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, pouvait à peine respirer. L'homme s'approchait encore, et Marina comprit avec une lucidité terrifiante que sa vie venait de basculer. Dans ce terminal anonyme, loin de sa famille, loin de chez elle, quelque chose d'horrible allait lui arriver. Elle pensa à sa mère qui l'attendrait en vain près du téléphone à 22h30, à grand-mère Carmen et ses pressentiments, à tous ces gens qui l'aimaient et qui ne sauraient jamais ce qui lui était arrivé dans cette gare routière de Clermont-Ferrand par ce lundi gris de septembre. Son téléphone glissa de sa main tremblante et tomba sur le sol de béton. Le mardi matin se leva sur Clermont-Ferrand dans une brume légère qui adoucissait les contours de la ville. Dans sa résidence universitaire de la rue Blaise Pascal, Amélie poussa la porte de la chambre qu'elle partageait avec Marina, s'attendant à retrouver son amie endormie après son week-end parisien. Le lit était vide, parfaitement fait, comme si personne n'y avait dormi. « Marina » appela-t-elle doucement, pensant que sa colocataire était peut-être sous la douche.
Mais la salle de bain était déserte, et les affaires de toilette de Marina n'avaient visiblement pas été utilisées. Amélie fronça les sourcils. Il était déjà 9h30, et Marina était toujours très ponctuelle, surtout quand elle avait cours le matin. Un détail attira son attention. Les photos de famille épinglées au-dessus du lit de Marina semblaient la regarder avec une intensité particulière. Ces visages souriants venus du Brésil qui accompagnaient quotidiennement sa colocataire dans sa vie d'étudiante étrangère. Amélie se dirigea vers le bureau de Marina, où quelques livres étaient ouverts, à noter de cette petite écriture serrée qu'elle connaissait bien. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Marina. La sonnerie retentit plusieurs fois avant de basculer sur la messagerie vocale. « Salut Marina, c'est Amélie. Tu es où? Tu devais pas revenir hier soir? J'espère que tout va bien à Paris. Rappelle-moi dès que tu as ce message. » À São Paulo, il était 5h30 du matin quand le téléphone de Conceição Santos sonna. Un réveil brutal qui la fit bondir dans son lit. En voyant le nom de sa fille s'afficher sur l'écran, son cœur se mit à battre plus vite. Marina n'appelait jamais à cette heure, surtout depuis la France où il devait être plus de 9h. « Allô, Marina ?» répondit-elle d'une voix encore ensommeillée. Mais ce N n'était pas la voix de sa fille. Une voix féminine inconnue, avec un accent français, s'exprima dans un portugais hésitant. « Bonjour, Madame Santos, je suis Amélie, la colocataire de Marina. Je vous appelle parce que Marina n'est pas revenue de son voyage à Paris. Son lit n'a pas été défait et elle ne répond pas au téléphone. » Le monde de Conceição bascula en une seconde. Cette phrase simple, prononcée par cette jeune étrangère, venait de transformer sa réalité la plus intime. Sa fille, sa Marina adorée, celle qui appelait religieusement chaque soir, celle qui racontait ses découvertes avec cette joie communicative, sa fille avait disparu. « Como assim ?» murmura Conceição, sa voix se brisant. « Elle devait m'appeler hier soir en arrivant à Paris. Elle m'avait promis... » Amélie sentait l'angoisse de cette mère inconnue à des milliers de kilomètres. Elle aurait voulu la rassurer, trouver les mots justes, mais elle-même commençait à comprendre que quelque chose de grave était produit. « Je vais aller à la gare routière, voir si quelqu'un sait quelque chose. Marina m'a dit qu'elle prenait le bus de 18h02. »« Attendez !» dit Conceição en se levant précipitamment, déjà habillée par l'urgence. « Je vais appeler ma belle-mère, la grand-mère de Marina. Elle lui a parlé hier soir juste avant son départ. Peut-être qu'elle sait quelque chose. » Les deux femmes échangèrent leurs numéros, créant instantanément ce lien particulier qui unit ceux qui s'inquiètent pour la même personne. Après avoir raccroché, Conceição composa immédiatement le numéro de Carmen, sa belle-mère. « Conceição, que se passe-t-il » La voix de la vieille dame était alerte malgré l'heure matinale. Carmen avait cette capacité particulière des grands-mères à percevoir immédiatement quand quelque chose n'allait pas. Marina a disparu, Carmen. Elle n'est pas revenue de son voyage à Paris, elle n'est pas dans sa chambre universitaire. Un silence pesant s'installa. Carmen ferma les yeux, revoyant sa conversation avec sa petite fille la veille au soir. Cette inquiétude inexplicable qui l'avait saisie, cette sensation que quelque chose de terrible allait se produire. « Je lui ai parlé hier vers 17h40, » murmura la vieille dame. Elle était à la gare routière, elle attendait son bus. Mais notre conversation s'est coupée bizarrement, et quand j'ai rappelé, elle n'a pas décroché. J'avais un mauvais pressentiment, Conceição. J'aurais dû insister plus. Les deux femmes pleuraient maintenant, chacune dans son coin du monde, reliées par cette peur commune qui leur serrait le ventre. La peur de perdre Marina, cette jeune femme qu'elles aimaient plus que leur propre vie. « Il faut faire quelque chose », dit Conceição d'une voix ferme malgré les larmes. « Je vais appeler l'université, l'ambassade, la police française s'il le faut. Ma fille ne disparaît pas comme ça. » À Clermont-Ferrand, Amélie se dirigeait vers la gare routière avec cette détermination particulière de ceux qui refusent d'accepter l'inacceptable. Elle connaissait Marina depuis seulement 3 mois, mais elle avait appris à apprécier cette jeune Brésilienne réservée mais chaleureuse, qui lui parlait de son pays avec des étoiles dans les yeux et qui l'aidait parfois avec ses devoirs de portugais.
Le hall de la gare routière bourdonnait de son activité habituelle. Amélie se dirigea vers le comptoir d'information où une employée des âges moyens l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour, j'aimerais avoir des renseignements sur le bus Paris de hier soir, celui de 18h02. Quel genre de renseignements ? Mon amie avait réservé une place, mais elle n'est pas arrivée à destination. Je voudrais savoir si elle a bien embarqué. » L'employé consulta son ordinateur, tapant quelques informations. « Comment s'appelle votre amie ? » Marina Santos, c'est une étudiante brésilienne. Après quelques minutes de recherche, l'employé releva la tête avec une expression perplexe. C'est étrange. Le nom de votre amie apparaît bien sur la liste des réservations, mais elle est marquée comme absente au moment de l'embarquement. Le bus est parti à l'heure, mais sa place était vide. Amélie sentit son sang se glacer. Comment est-ce possible ? Elle était là. Elle m'a même envoyé un message pour dire qu'elle attendait le bus. Je ne sais pas, mademoiselle. Parfois, les gens changent d'avis au dernier moment, ou alors ils ratent leur bus pour diverses raisons. Mais elle n'aurait jamais fait ça sans prévenir. Elle était très responsable, très organisée. L'employé haussa les épaules avec cet fatalisme administratif qui caractérise ceux qui voient dépasser des milliers de voyageurs sans s'attacher à leurs histoires individuelles. « Je suis désolé, c'est tout ce que je peux vous dire. » Amélie quitta le comptoir, profondément troublée. Elle se dirigea vers le quai 4, là où Marina avait dû attendre son bus. L'endroit lui parut soudain sinistre, avec ses murs de béton nus et son éclairage blafard. Elle imagina son amie ici, seule, avec son sac à dos rouge et son livre de Camus. « Excusez-moi, » dit-elle à un agent de sécurité qui passait par là. « Mon amie était ici hier soir vers 18h pour prendre le bus Paris. Elle a disparu. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel ?» L'homme, la cinquantaine bedonnante et la moustache grise, la regarda avec cet air blasé de ceux qui en ont trop vu. « Hier soir ? Non. Je ne me souviens de rien de particulier. Mais vous savez, il se passe beaucoup de choses ici. On ne peut pas tout voir. Vos caméras de surveillance, elles fonctionnaient hier soir ? » L'agent eut un geste agacé. « Justement, on avait un problème technique sur ce secteur. Maintenance préventive, ils disent. Pas de chance. » Cette information frappa Amélie comme un coup de poing. Pas de caméra de surveillance au moment précis où son ami disparaissait. Cette coïncidence lui sembla immédiatement suspecte. À São Paulo, Conceição avait mobilisé toute la famille. Ricardo, son mari, avait pris sa journée à l'atelier pour l'accompagner dans ses démarches. Ensemble, ils se rendirent au consulat de France, un bâtiment imposant du centre-ville où ils espéraient obtenir de l'aide. « Ma fille étudie à Clermont-Ferrand », expliqua Conceição à l'employé consulaire, un homme jeune aux manières courtois. « Elle a disparu hier soir. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qui contacter. » L'employé prit note de toutes les informations. Nom de Marina, université d'accueil, adresse de la résidence universitaire, dernière communication connue. « Nous allons immédiatement contacter nos services en France, » promit-il. « En attendant, je vous conseille de porter plainte auprès de la police brésilienne. Cela facilitera les démarches de l'autre côté. » Ricardo serra la main de sa femme. Cet homme solide, aux mains calleuses par des années de travail mécanique, se sentait complètement démuni face à cette situation qui dépassait son entendement. Sa fille, sa petite Marina qu'il appelait encore « papaye », avec cette tendresse enfantine, était quelque part en France, peut-être en danger, et il ne pouvait rien faire. « On va la retrouver », murmura-t-il à Conceição, autant pour la rassurer que pour se convaincre lui-même. « Notre Marina est forte, elle est intelligente. On va la retrouver. » Pendant ce temps, à Clermont-Ferrand, les heures écoulaient dans une angoisse croissante. Amélie avait prévenu l'administration universitaire qui avait immédiatement ouvert une enquête interne. Le directeur des étudiants internationaux, M. Dubois, était un homme dans la cinquantaine qui connaissait bien les défis particuliers auxquels faisaient face les étudiants loin de chez eux. « Marina Santos » répéta-t-il en consultant son dossier. «
Excellente étudiante, très assidue, aucun problème comportemental signalé. Ses professeurs ne tarissent pas d'éloges sur son travail et son sérieux. Vous pensez qu'elle aurait pu avoir des ennuis, des problèmes financiers, sentimentaux? Demanda Amélie. Monsieur Dubois secoua la tête. Rien dans son dossier ne laisse supposer cela. Au contraire, tous les rapports indiquent qu'elle s'adaptait très bien à la vie française. Elle participait aux activités culturelles, avait de bonnes relations avec ses professeurs et ses camarades. Cette normalité même rendait la disparition de Marina encore plus troublante. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, aucun élément qui aurait pu laisser prévoir une fuite ou un départ volontaire. Le mercredi matin, la police française fut officiellement saisie. L'inspecteur Moreau, un homme dans la quarantaine aux traits fatigués, reçut Amélie dans son bureau du commissariat central de Clermont-Ferrand. Les murs étaient couverts de dossiers et de photos de personnes disparues, témoignages silencieux de toutes ces vies qui étaient volatilisées sans explication. « Mademoiselle » commença l'inspecteur d'une voix posée. « Je comprends votre inquiétude. Mais il faut savoir qu'en France, un adulte a le droit de disparaître. Nous ne pouvons pas lancer une enquête pour enlèvement sans éléments probants. Mais Marina ne serait jamais partie comme ça, » protesta Amélie. « Ça, elle devait appeler sa mère. Elle avait cours le lendemain. Elle était très responsable. » L'inspecteur Moreau avait entendu ce genre d'argument des centaines de fois. Dans sa carrière, il avait vu des personnes apparemment équilibrées disparaître du jour au lendemain, laissant derrière elles famille et amis dans l'incompréhension totale. « Nous allons ouvrir un dossier de recherche dans l'intérêt des familles, » concéda-t-il. « Mais comprenez bien que nos moyens sont limités. Pour l'instant, rien ne nous permet d'écarter l'hypothèse d'un départ volontaire. » Cette réaction administrative révolta Amélie. Comment pouvait-on être aussi froid, aussi détaché face à la disparition d'une jeune femme? Elle sortit du commissariat avec un sentiment d'impuissance et de colère qui lui serrait la gorge. À São Paulo, la famille Santos vivait un cauchemar éveillé. Conceição avait cessé de travailler. Passant ses journées au téléphone avec les autorités françaises, l'ambassade, l'université. Carmen, malgré ses 80 ans, s'était installée chez son fils et sa belle-fille, refusant de rentrer chez elle tant que sa petite-fille ne serait pas retrouvée. « J'aurais dû écouter ?» répétait la vieille dame en fixant le téléphone. « J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi je n'ai pas insisté pour qu'elle reste à Clermont-Ferrand ce week-end-là ?» Ses regrets rongeaient la famille comme un poison lent. Chacun cherchait ce qu'il aurait pu faire différemment. Ce signe qu'il aurait dû interpréter, cette conversation qui aurait pu changer le cours des événements. Le jeudi, un événement inattendu relança l'enquête. Un employé de maintenance de la gare routière, Jean-Claude Petit, se présenta spontanément au commissariat. Homme discret dans la cinquantaine, il travaillait pour la gare depuis 15 ans et connaissait tous les recoins du bâtiment. « Inspecteur », dit-il à Moreau d'une voix hésitante, « j'ai appris qu'une jeune femme avait disparu lundi soir, une étudiante brésilienne. » « En effet, vous avez des informations ?» Jean-Claude tortilla sa casquette entre ses mains. « Je ne sais pas si c'est important, mais lundi soir, vers 18h, J était dans le local technique près du quai 4. J'ai entendu des voix, comme une dispute, puis plus rien. » L'inspecteur Moreau se redressa dans son fauteuil. Quel genre de voix? Une voix de femme, qui semblait inquiète, et une voix d'homme, plus grave. Je n'ai pas compris ce qu'il disait, mais ça m'a paru bizarre. Vous avez vu quelque chose? Quand je suis sorti de mon local, il n'y avait plus personne sur le quai. Mais j'ai trouvé ça par terre. Jean-Claude sortit de sa poche un petit objet qu'il posa sur le bureau de l'inspecteur. Était un téléphone portable dans une coque rose vif, visiblement féminine. « Vous ne l'avez pas signalé plus tôt ?» demanda Moreau, intrigué. « Ben, je l'ai mis dans mon casier, en me disant que quelqu'un viendrait le réclamer. C'est seulement ce matin que j'ai fait le lien avec la disparition. » L'inspecteur examina le téléphone. L'écran était fissuré, comme s'il était tombé sur une surface dure. En l'allumant, il découvrit plusieurs appels manqués et messages non lus, tous en portugais. Le nom de « main » revenait régulièrement, « maman » en français. Cette découverte changeait complètement la donne.
Un téléphone cassé abandonné sur le quai, des voix entendues vers l'heure de la disparition. L'hypothèse du départ volontaire S éloignait dangereusement. Moreau contacta immédiatement Amélie pour qu'elle vienne identifier le téléphone. Dès qu'elle le vit, la jeune femme éclata en sanglots. « C'est bien celui de Marina », confirma-t-elle entre deux hoquets. Elle ne s'en séparait jamais. Elle l'avait personnalisé avec cette coque rose qu'elle avait achetée au marché de São Paulo. L'enquête prenait maintenant une tournure officielle. L'inspecteur Moreau constitua une équipe dédiée et ordonna une perquisition complète de la gare routière. Les agents passèrent au peigne fin tous les recoins du bâtiment, interrogèrent systématiquement le personnel, récupérèrent les images des caméras de surveillance des commerces environnants. À São Paulo, quand Conceição apprit la découverte du téléphone, elle s'effondra. Ce petit objet qui reliait quotidiennement sa fille à sa famille, cette technologie banale qui permettait d'entendre la voix de Marina depuis l'autre bout du monde, était devenue la preuve tangible que quelque chose de terrible était produit. Elle n'aurait jamais abandonné son téléphone, sanglota-t-elle dans les bras de son mari. Jamais. Elle savait que nous l'attendions, que nous nous inquiéterions. Ricardo tenait sa femme contre lui, sentant ses propres forces l'abandonner. Cet homme qui réparait les moteurs les plus complexes, qui trouvait toujours une solution aux problèmes mécaniques les plus ardus, se trouvait confronté à une situation qui échappait complètement à sa compréhension et à son contrôle. La nouvelle de la découverte du téléphone filtrait déjà dans les médias locaux. Disparition inquiétante d'une étudiante brésilienne à Clermont-Ferrand, titrait le journal régional. L'histoire de Marina commençait à sortir de l'anonymat familial pour devenir un fait divers qui interrogeait et inquiétait. Les réseaux sociaux s'emparèrent de l'affaire. La communauté brésilienne de France, solidaire, partageait massivement les photos de Marina accompagnées du hashtag « Retrouver Marina ». Son visage souriant, saisi lors de fêtes universitaires ou de promenades dans Clermont-Ferrand, envahissait les écrans, transformant cette jeune femme discrète en symbole de toutes les vulnérabilités de l'exil. Amélie créait une page Facebook dédiée à la recherche de son amie. En quelques heures, des centaines de personnes la rejoignent. Étudiants brésiliens de toute l'Europe, familles d'expatriés, simples citoyens touchés par cette histoire. Les témoignages de soutien affluent, en portugais, en français, parfois dans un mélange touchant des deux langues. Marina, si tu lis ceci, « Sache que nous t'aimons et que nous te cherchons », écrit une compatriote depuis Lisbonne. « Força, Família Santos, le Brésil prie pour Marina », ajoute un autre. Ces messages, bien qu'émouvants, ne rapprochèrent pas la famille de la vérité. Où était Marina? Que était-il passé sur ce quai de gare par ce lundi soir de septembre? Les heures et les jours écoulaient sans réponse, creusant un peu plus le gouffre de l'angoisse dans le cœur de ceux qui l'aimaient. L'inspecteur Moreau, malgré ses années d'expérience, ressentait une pression particulière sur cette affaire. La dimension internationale, émotion, suscitée par la disparition de cette jeune étudiante, l'attention médiatique naissante, tout concourait à faire de cette enquête un enjeu qui le dépassait. Il reçut un appel de sa hiérarchie. « Moreau, cette affaire de l'étudiante brésilienne, il faut qu'on avance vite. L'ambassade du Brésil nous contacte tous les jours. Les médias commencent à s'en mêler. Vous avez des pistes? On progresse, commandant. Mais c'est complexe. Pas de témoins directs, pas d'images de surveillance utilisables, pas de mobile apparent. Trouvez-moi quelque chose. Cette gamine ne peut pas s'être évaporée comme ça. Mais justement, était exactement l'impression que donnait cette affaire. Marina Santos semblait être littéralement évaporée entre le moment où elle attendait son bus et celui où elle aurait dû embarquer. Comme si la Terre l'avait engloutie dans cet intervalle de temps infime qui sépare la normalité du mystère le plus total. Le vendredi soir, une semaine après la disparition, la famille Santos organisait une veillée de prière dans leur église de São Paulo. Conceição, Ricardo et Carmen étaient entourés de leur communauté, de leurs amis, de leurs voisins. Tous ces visages familiers qui partageaient leur douleur et leur espoir, tous ces cœurs qui battaient au rythme de leur angoisse.
Le prêtre, Padre Miguel, prononça des mots de réconfort qui résonnaient étrangement dans ce lieu sacré. « Seigneur, nous te confions Marina, notre fille, notre sœur. Où qu'elle soit, protège-la. Donne-nous la force de supporter cette épreuve et l'espoir de la retrouver bientôt. » Carmen pleurait silencieusement, ses larmes coulant sur son rosaire qu'elle égrenait machinalement. Cette grand-mère qui avait vu naître Marina, qui l'avait regardée grandir, qui avait été si fière de la voir partir étudier en France, se consumait maintenant de culpabilité et de chagrin. Après la messe, les fidèles se rassemblèrent autour de la famille Santos. Chacun avait un mot de soutien, une prière, un geste de solidarité. Cette chaleur humaine contrastait douloureusement avec le froid ressenti par la famille face à l'indifférence apparente des autorités françaises. « Nous allons continuer à chercher », promit un ami de Ricardo. « Ma sœur vit à Paris, elle va mobiliser la communauté brésilienne là-bas. Nous n'abandonnerons pas Marina. » Ces promesses réchauffaient un peu le cœur brisé de Conceição. Savoir que sa fille Anne n'était pas oubliée, que des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés se mobilisaient pour la retrouver, lui donnait la force de continuer à espérer. Mais au fond d'elle-même, une peur terrible grandissait chaque jour. Et si Marina était... Non, elle refusait de penser à cette éventualité. Sa fille était vivante, quelque part, peut-être blessée, peut-être séquestrée, mais vivante. Il fallait que ce soit vrai. Il fallait y croire. La nuit tombait sur São Paulo, et quelque part en France, peut-être Marina regardait-elle aussi ce même ciel étoilé, pensant à sa famille qui l'attendait et la cherchait avec un amour infini. Le lundi matin marquait le début de la 2e semaine de disparition de Marina Santos. L'inspecteur Moreau arriva au commissariat avec cette sensation particulière des enquêteurs face à une affaire qui piétine, un mélange de frustration et de détermination renouvelée. Sur son bureau l'attendait un rapport de la police scientifique concernant le téléphone de Marina. « Intéressant », murmura-t-il en parcourant le document. L'analyse révélait que l'appareil n'avait pas subi de choc violent, mais plutôt une chute depuis une hauteur modérée. Plus troublante encore, les dernières activités enregistrées montraient une tentative d'appel vers le Brésil à 17h41, soit quelques minutes avant l'heure prévue d'embarquement. L'appel avait été interrompu après seulement 8 secondes. Cette information recoupait parfaitement le témoignage de grand-mère Carmen. Marina avait bien essayé de rappeler sa grand-mère après la coupure de leur conversation. Mais quelque chose ou quelqu'un l'en avait empêché. Moreau convoqua à nouveau Jean-Claude Petit, l'employé de maintenance. Cette fois, il voulait des détails plus précis sur ce qu'il avait entendu ce fameux lundi soir. « Et monsieur Petit », commença l'inspecteur, « vous avez parlé de voix, d'une dispute. Pouvez-vous être plus spécifique ?» L'homme tordit ses mains, visiblement mal à l'aise. « C'est difficile à expliquer, inspecteur. J était concentré sur ma réparation. Je n'ai pas fait attention tout de suite. Mais il y a eu comme une exclamation, vous voyez, comme quelqu'un de surpris ou d'effrayé. Une voix féminine, oui, aiguë, et puis une voix d'homme, plus basse, plus, comment dire, autoritaire, comme s'il donnait des ordres. Vous avez entendu des mots précis ? Jean-Claude secoua la tête. Non, désolé. Les murs du local technique sont épais et il y avait le bruit de la ventilation. Mais le ton, ça oui, je m'en souviens, la fille avait l'air paniquée. Cette description glaça le sang de l'inspecteur. Il commençait à entrevoir les contours d'un scénario beaucoup plus sombre qu'un simple départ volontaire. Monsieur Petit, je vais vous demander de garder ces informations strictement confidentielles et réfléchissez bien. Y a-t-il autre chose, n'importe quel détail qui pourrait nous aider ? L'homme hésita un long moment. Il y a bien quelque chose, mais je ne sais pas si c'est important. Dites-moi. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert le local de maintenance, j'ai trouvé par terre un bout de tissu rouge, comme un morceau de vêtement. Je l'ai jeté sans y penser. Mais maintenant, vous l'avez jeté où ? Dans la poubelle du personnel, mais elle a été vidée depuis. Moreau nota cette information,
maudissant intérieurement la négligence qui avait fait perdre cette pièce potentiellement cruciale. Il ordonna néanmoins une fouille complète du local technique et de ses abords. Pendant ce temps, à la gare routière, l'équipe de police scientifique procédait à de nouvelles analyses. L'un des techniciens, en examinant minutieusement la zone autour du quai 4, fit une découverte troublante. Des traces de pas dans la poussière, près de la sortie de service. Des empreintes d'hommes, pointure 43 environ, et d'autres plus petites, compatibles avec la chaussure de Marina selon sa colocataire. Ce qui rendait ces traces particulièrement intéressantes, était leur disposition. Les petites empreintes semblaient traîner, comme si la personne avait résisté ou avait été contrainte de marcher. « Inspecteur », appela le technicien, « regardez ça !» Moreau se pencha sur les marques dans la poussière. Son expérience lui permit immédiatement d'interpréter ce qu'il voyait. Les signes d'une lutte, d'une résistance. Marina N. n'était pas partie de son plein gré. À São Paulo, Conceição Santos ne dormait plus. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, croyant entendre le téléphone sonner, espérant que ce soit Marina qui l'appellerait enfin. Mais le téléphone restait muet, et l'aube la trouvait prostrée dans son lit, épuisée par un sommeil qui ne venait plus. Ricardo essayait de maintenir une façade de normalité, retournant sporadiquement à son atelier. Mais ses collègues voyaient bien que quelque chose en lui était brisé. Cet homme solide, toujours prêt à rendre service, à plaisanter même dans les moments difficiles, était devenu une ombre de lui-même. « Ricardo, » lui dit son patron, « prends le temps qu'il faut, ta place t'attendra. » Cette gentillesse le bouleversa. Il réalisa à quel point la disparition de Marina touchait tous ceux qui les entouraient. Leur douleur créait des cercles concentriques d'empathie qui s'étendaient bien au-delà de leur famille immédiate. Carmen, elle, avait trouvé refuge dans une foi renouvelée. Elle passait des heures à prier, égrenant son chapelet, demandant à tous les saints du paradis d'intercéder pour sa petite fille. Parfois, Conceição la trouvait endormie dans son fauteuil, le chapelet encore serré dans ses mains ridées, le visage creusé par l'inquiétude, mais empreint d'une sérénité douloureuse. « Elle est vivante !» répétait la vieille dame. « Je le sens, une grand-mère sent ces choses-là. Marina est vivante, et elle pense à nous. » Ces paroles apportaient un réconfort fragile à Conceição. Carmen avait toujours eu cette intuition particulière, cette capacité à pressentir les événements familiaux importants. Si elle disait que Marina était vivante, peut-être était-ce vrai. En France, l'enquête prenait une nouvelle dimension. L'inspecteur Moreau avait désormais la certitude qu'il ne s'agissait pas d'une disparition volontaire, mais d'un enlèvement. Cette classification changeait tout. Moyens déployés, priorité accordée au dossier, collaboration internationale renforcée. Il reçut un appel d'Amélie, qui avait découvert quelque chose d'important en fouillant les affaires de Marina. « Inspecteur, j'ai trouvé le journal intime de Marina. Elle écrivait régulièrement, surtout depuis son arrivée en France. Apportez-le-moi immédiatement. » 1 heure plus tard, Amélie était dans le bureau de Moreau, tenant entre ses mains ce cahier à spirale couvert de l'écriture fine de Marina. « Je n'ai pas tout lu, » précisa-t-elle. « Ça me semblait indiscret. Mais j'ai regardé les dernières entrées. » L'inspecteur ouvrit le carnet à la dernière page écrite. L'entrée datait du dimanche, la veille de la disparition. « Demain, Paris, je suis tellement excité. Maman s'inquiète toujours, et grand-mère a encore eu un de ses pressentiments. Parfois, je me demande si elle ne voit pas des dangers partout parce qu'elle m'aime trop. Mais c'est touchant. Cette façon qu'elles ont de vouloir me protéger à distance. J'ai hâte de découvrir la capitale, de me perdre dans ses musées, de marcher le long de la Seine. Cette France que je découvre depuis 3 mois me fascine chaque jour davantage. Je commence à comprendre pourquoi tant de Brésiliens tombent amoureux de ce pays. » Ces mots, empreints d'innocence et d'enthousiasme, contrastaient douloureusement avec la réalité de la disparition. Il confirmait aussi que Marina n'avait aucune intention de fuir ou de disparaître volontairement. Moreau continua sa lecture, remontant dans le temps. Les entrées précédentes révélaient une jeune femme épanouie,
certes parfois nostalgique de sa famille, mais pleinement investi dans sa nouvelle vie française. Aucun signe de détresse, aucune mention de problème particulier. Une entrée, datée de 2 semaines avant la disparition, attira néanmoins son attention. Aujourd'hui, en rentrant de l'université, j'ai eu l'impression d'être suivi. Un homme marchait derrière moi depuis la place de Jaude. Quand je me suis retourné, il regardait ailleurs, mais je l'ai revu plusieurs fois sur le même trajet. C'est peut-être mon imagination, mais cela m'a mise mal à l'aise. Je vais faire attention les prochains jours. Cette entrée changeait la donne. Marina avait-elle été surveillée avant sa disparition? L'inspecteur nota soigneusement cette information et demanda à Amélie si Marina lui en avait parlé. « Non, jamais », répondit la jeune femme. Marina était assez discrète sur ses craintes personnelles. Elle ne voulait pas inquiéter sa famille au Brésil, et elle ne voulait pas non plus paraître paranoïaque. Moreau décida d'intensifier les recherches autour de cette piste. Il fit diffuser le signalement de Marina auprès de tous les commerces, cafés et lieux publics situés entre l'université et la résidence étudiante. Peut-être quelqu'un avait-il remarqué cet homme qui la suivait. La réponse ne se fit pas attendre. Le lendemain, Madame Rousseau, propriétaire d'un petit café de la rue Blaise Pascal, se présenta au commissariat. « Inspecteur, j'ai vu votre avis de recherche. Cette jeune fille, Marina, elle venait parfois boire un chocolat chaud chez moi le soir, après ses cours. Vous l'avez vue récemment? Il y a une quinzaine de jours, oui, et il y avait effectivement quelque chose de bizarre. Un homme était assis à une table près de la vitrine et il n'arrêtait pas de la regarder. Quand elle est partie, il a payé précipitamment et l'a suivie. Vous pourriez décrire cet homme? La quarantaine, peut-être un peu plus. Pas très grand, corpulence moyenne. Il portait une casquette et un blouson sombre. Mais ce qui m'a frappé, c'est son regard. Il avait quelque chose de déplaisant. Cette description, bien que vague, recoupait celle donnée par Jean-Claude Petit concernant l'homme vu près de la gare routière le soir de la disparition. L'enquête prenait enfin une direction précise. Marina avait été surveillée, puis enlevée par un individu qui avait probablement préparé son coup. Moreau constitua une équipe dédiée à l'établissement d'un portrait robot à partir des témoignages recueillis. Parallèlement, il ordonna une vérification de tous les employés et ex-employés de la gare routière, ainsi qu'une enquête sur les individus fichés pour des faits similaires dans la région. À São Paulo, quand Conceição apprit ces développements par téléphone, elle éprouva des sentiments contradictoires. D'un côté, savoir que l'enquête progressait la rassurait. De l'autre, la confirmation que sa fille avait été enlevée rendait la situation encore plus terrifiante. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en raccrochant. « Qu'est-ce qu'il a pu lui faire ?» Ricardo la prit dans ses bras, sentant ses propres forces l'abandonner. L'idée que leur fille innocente avait pu être victime d'un prédateur le rendait malade de rage et d'impuissance. Carmen, elle, accueillit ces nouvelles avec une détermination renouvelée. « Maintenant, au moins, nous savons, dit-elle de sa voix ferme. Nous savons que Marina n'est pas partie de son plein gré. Cela veut dire qu'elle se bat, qu'elle attend qu'on la retrouve. » Cette interprétation positive des événements révélait la force extraordinaire de cette grand-mère octogénaire. Face à l'horreur de la situation, elle choisissait l'espoir, transformant chaque information en raison de continuer à croire. En France, les recherches s'intensifiaient. Des équipes cynophiles furent déployées autour de la gare routière et dans les zones industrielles périphériques. Des plongeurs explorèrent les bassins et cours d'eau de la région. Chaque terrain vague, chaque bâtiment abandonné fut passé au peigne fin. Parallèlement, l'appel à témoins lancé par la police commençait à porter ses fruits. Plusieurs personnes contactèrent le commissariat, ayant aperçu Marina le fameux lundi soir. Un étudiant l'avait croisée rue Blaise Pascal vers 17 h, se dirigeant vers le centre-ville. Un commerçant l'avait vu passer devant sa boutique, consultant son téléphone. Tous ces témoignages confirmaient que Marina S. était bien rendue à la gare routière comme prévu. C. était là, dans ce lieu public et sécurisé en apparence, que sa vie avait basculé.
L'inspecteur Moreau passait maintenant ses soirées à étudier les plans de la gare, à reconstituer mentalement les mouvements possibles de Marina et de son agresseur. Il y avait forcément une faille dans ce scénario, un élément qu'il n'avait pas encore découvert. C'est en discutant avec sa femme, le soir, qu'une idée lui vint. « Et si cet homme connaissait bien les lieux ?» dit-il soudain. « Et s'il travaillait ou avait travaillé à la gare ?» Cette hypothèse expliquait beaucoup de choses. La connaissance des horaires de maintenance des caméras, l'utilisation de la sortie de service, la capacité à emmener Marina sans être vue. Le lendemain, Moreau demanda la liste complète de tous les employés ayant travaillé à la gare routière au cours des 2 dernières années, y compris les prestataires externes et les intérimaires. Un nom attira immédiatement son attention, Gérald Dubois, 44 ans, ancien employé de maintenance licencié 3 mois plus tôt pour comportement inapproprié envers la clientèle féminine. Plusieurs clientes, étaient plaintes de ses attitudes déplacées, de ses regards insistants, de ses tentatives de conversation non sollicitées. Moreau sentit son pouls s'accélérer. Enfin, il tenait peut-être une piste sérieuse. Il ordonna immédiatement des recherches approfondies sur cet individu. Adresse, antécédents judiciaires, témoignages d'anciens collègues. Les informations recueillies dressèrent le portrait d'un homme instable, vivant seul dans un appartement délabré de la périphérie, ayant eu plusieurs démêlés avec la justice pour des faits de harcèlement. Ses anciens collègues confirmaient qu'il avait mal vécu son licenciement et qu'il continuait parfois à rôder autour de la gare. « C'est notre homme », murmura Moreau en relisant le dossier. Tous les éléments concordaient, l'âge, la morphologie, la connaissance des lieux, le mobile potentiel. Il était temps de serrer les mailles du filet autour de Gérald Dubois. L'appartement de Gérald Dubois se trouvait dans une cité ouvrière des années 1960, un ensemble de bâtiments en béton gris qui avait connu des jours meilleurs. L'inspecteur Moreau observait l'immeuble depuis sa voiture, accompagné de 2 collègues et d'une équipe de la police scientifique. Il était 6 heures du matin, l'heure idéale pour une interpellation qui devait se dérouler sans incident. Dubois habite au 3e étage, appartement 3B, précisa l'inspecteur Laroche, adjoint de Moreau. D'après les voisins interrogés hier, il sort peu, vit seul, reçoit rarement de visites. L'équipe se déploya silencieusement. Moreau avait insisté pour que l'intervention soit menée avec le maximum de discrétion. Si Dubois détenait effectivement Marina, il ne fallait surtout pas le paniquer. Ils montèrent les escaliers aux marches usées, éclairés par des néons blafards qui grésillaient. L'odeur de renfermé et d'humidité imprégnait tout le bâtiment. Au 3e étage, Moreau fit signe à ses collègues de se positionner de part et d'autre de la porte 3B. Il frappa fermement. « Police, Monsieur Dubois, ouvrez s'il vous plaît. » Aucune réponse. Moreau frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Monsieur Dubois, nous savons que vous êtes là. » Ouvrez la porte. Un bruit de pas traînant se fit entendre de l'autre côté, puis la voix pâteuse d'un homme manifestement réveillé en sursaut. « Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous souhaitons vous parler. Ouvrez, s'il vous plaît. » La porte s'entrebâilla, retenue par une chaîne de sécurité. Moreau aperçut un visage mal rasé, des yeux injectés de sang, des cheveux gras. L'homme correspondait parfaitement aux descriptions données par les témoins. « Vous avez un mandat ?» demanda Dubois d'une voix méfiante. Moreau sortit le document de sa poche. « Perquisition dans le cadre d'une enquête pour enlèvement. Ouvrez immédiatement. » Le mot « enlèvement » fit tressaillir Dubois. Il hésita un instant, puis défit la chaîne. L'appartement qui s'ouvrit devant les policiers était un spectacle de désolation. Vaisselle sale, empilée dans l'évier, vêtements éparpillés sur les meubles, odeur de tabac froid et de nourriture avariée. « Monsieur Dubois, » commença Moreau, « où étiez-vous lundi 15 septembre vers 18h ? » « Lundi ? Je ne me rappelle pas précisément. Ici, probablement. » « Vous avez des témoins qui peuvent le confirmer. » Dubois sembla chercher ses mots. Sa nervosité était palpable, ses mains tremblaient légèrement. « Non, j'y étais seul, je regarde souvent la télé le soir. » Pendant que Moreau interrogeait le suspect, ses collègues fouillaient méthodiquement l'appartement.
Dans la chambre, l'inspecteur Laroche fit une découverte qui lui glaça le sang. Punaisées sur un mur, des dizaines de photos de jeunes femmes, manifestement prises à leur insu dans des lieux publics. Parmi elles, plusieurs clichés de Marina, pris visiblement à différents moments près de l'université et de sa résidence. « Inspecteur Moreau !» appela Laroche. « Venez voir ça !» Moreau découvrit le mur de photos avec un mélange d'horreur et de satisfaction. Il tenait enfin une preuve tangible du harcèlement dont Marina avait été victime. « Monsieur Dubois, dit-il en revenant dans le salon, vous pouvez m'expliquer ça ?» Dubois blêmit en voyant les photos dans les mains de l'inspecteur. « C'est pas ce que vous croyez. Je fais de la photographie, c'est tout. » « De la photographie ? Vous suivez des femmes pour les photographier à leur insu ? » ?»« Non, enfin, c'est de l'art. Vous comprenez pas ?» La fouille se poursuivait. Dans un placard de la cuisine, les policiers découvrirent un sac plastique contenant des morceaux de tissu rouge, visiblement découpés dans un vêtement féminin. L'un des techniciens de la police scientifique examina les fragments avec attention. « Inspecteur, ce tissu ressemble à celui d'un pullover. Il y a des traces qui pourraient être du sang. Mais il faut analyser pour confirmer. » Ces découvertes s'accumulaient comme autant de preuves accablantes. Mais Moreau cherchait l'essentiel, Marina elle-même. Où était-elle? « Monsieur Dubois, » reprit l'inspecteur d'une voix ferme, « je vous arrête pour enlèvement et séquestration. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. »« Attendez !» protesta Dubois. « Je n'ai enlevé personne. Ces photos, c'est vrai. Je les ai prises, mais c'est tout. Alors, expliquez-moi ces morceaux de tissu rouge. Expliquez-moi pourquoi vous avez des photos de Marina Santos punaisées sur votre mur. » À la mention du nom de Marina, Dubois eut un mouvement de recul. « Je la trouvais jolie, c'est tout. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Où est-elle, Dubois? Qu'avez-vous fait de Marina? Rien, je vous jure que je n'ai rien fait. » Malgré ces dénégations, Dubois fut emmené au commissariat pour interrogatoire approfondi. Parallèlement, l'appartement fut passé au crible par les experts de la police scientifique. Chaque centimètre carré fut examiné, photographié, analysé. À São Paulo, Conceição Santos reçut un appel de l'inspecteur Moreau en fin d'après-midi. Quand elle entendit qu'un suspect avait été arrêté, elle s'effondra de soulagement et d'angoisse mélangées. « Il a avoué ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Il a dit où était Marina ?»« Pas encore, Madame Santos, mais nous avons trouvé des preuves qu'il surveillait votre fille. Nous allons tout faire pour lui faire dire la vérité. » Conceição raccrocha et se tourna vers Ricardo et Carmen, qui l'attendaient avec une anxiété visible. « Ils ont arrêté quelqu'un, » annonça-t-elle. « Un homme qui suivait Marina. » Carmen ferma les yeux et murmura une prière silencieuse. Enfin, l'enquête progressait. Enfin, ils étaient peut-être près de retrouver leur Marina adorée. Au commissariat de Clermont-Ferrand, l'interrogatoire de Gérald Dubois se prolongeait. Confronté aux preuves trouvées chez lui, l'homme avait fini par reconnaître qu'il suivait effectivement Marina depuis plusieurs semaines. Elle était différente des autres, expliqua-t-il avec une expression qui dégoûta Moreau. Plus innocente, plus pure. Elle me faisait penser à ma sœur quand nous étions jeunes. Votre sœur? Elle est morte dans un accident de voiture il y a 20 ans. Marina lui ressemblait. Cette révélation éclairait sous un jour nouveau la psychologie du suspect. Moreau comprenait maintenant qu'il avait affaire à un individu profondément perturbé, dont les obsessions s'enracinaient dans un traumatisme ancien. Que s'est-il passé lundi soir, Dubois? Vous étiez à la gare routière, n'est-ce pas? Dubois baissa la tête. Un long silence s'installa, puis il commença à parler d'une voix presque inaudible. Je savais qu'elle partait à Paris ce soir-là. Je l'avais entendue en parler au téléphone quand elle passait devant le café. Vous l'avez suivie jusqu'à la gare? Oui. Je voulais lui parler, lui dire au revoir. Et puis, elle était seule sur le quai. J'ai pensé que était le moment parfait. Je me suis approché. J'ai essayé d'engager la conversation. Qu'avez-vous dit exactement? Dubois leva les yeux vers Moreau,
et l'inspecteur y lut une lueur de folie qui le fit frissonner. Je lui ai dit qu'elle était belle, qu'elle me rappelait quelqu'un. Je lui ai proposé de l'accompagner à Paris, et elle a refusé. Elle a eu peur. Elle a commencé à reculer. Elle a voulu appeler au secours. J'ai paniqué. Qu'avez-vous fait alors? Je l'ai empoignée par le bras. Je voulais juste qu'elle me écoute, qu'elle comprenne. Mais elle s'est débattue. Elle a fait tomber son téléphone. Moreau sentait qu'ils approchaient du moment crucial. Et ensuite, Dubois, qu'avez-vous fait de Marina? L'homme se mit à pleurer, ses épaules secouées par des sanglots convulsifs. Je ne voulais pas lui faire de mal, je vous jure. Tout est allé si vite. Où est-elle maintenant? Où avez-vous emmené Marina? Dubois releva la tête, ses yeux rougis, fixant l'inspecteur avec une expression de détresse profonde. Je l'ai emmenée par la sortie de service. Ma voiture était garée derrière le bâtiment. Elle pleurait, elle me suppliait de la laisser partir. Et vous ne l'avez pas fait. Je ne pouvais plus reculer. J'avais trop peur des conséquences. Alors je l'ai emmenée. Où, Dubois? Où avez-vous emmené Marina? Un nouveau silence s'installa. Dubois semblait lutter contre lui-même, déchiré entre la peur et peut-être un dernier sursaut de conscience. « Il y a une vieille ferme », finit-il par murmurer, « à une quinzaine de kilomètres de la ville, près de Pont du Château. Elle appartient à mon oncle, mais il est mort l'année dernière. La maison est abandonnée. » Moreau bondit de sa chaise. « Elle est là-bas? Marina est dans cette ferme. Oui, du moins, c'est là que je l'ai emmenée. Vivante? » Cette question sembla déchirer Dubois. Il cacha son visage dans ses mains et se remit à sangloter. « Je ne sais pas, je ne sais plus. Tout s'est mélangé dans ma tête. » Sans perdre une seconde, Moreau organisa une intervention d'urgence. Une équipe de gendarmes, une ambulance, les pompiers. Tous se dirigèrent vers cette ferme abandonnée où Marina était peut-être séquestrée depuis maintenant 10 jours. L'espoir et l'angoisse se mêlaient dans le cœur de l'inspecteur. 10 jours de captivité pour une jeune femme de 22 ans, entre les mains d'un déséquilibré. Il refusait de penser au pire, mais son expérience lui soufflait que les chances de retrouver Marina vivante diminuaient avec chaque heure qui passait. La ferme se dressait au milieu de champs abandonnés, bâtisses de pierre aux volets clos et aux toits partiellement effondrés. L'endroit dégageait une mélancolie profonde, accentuée par la végétation sauvage qui envahissait la cour. Moreau et son équipe s'approchèrent avec précaution. Aucun bruit ne venait de l'intérieur, aucun signe de vie. L'inspecteur sentit son estomac se nouer. « Marina !» cria-t-il en direction de la maison. « Marina Santos, si vous m'entendez, répondez !» Seul le écho de sa voix lui revint, porté par le vent d'automne qui commençait à dépouiller les arbres environnants. Elle, équipe, força la porte d'entrée et pénétra dans la ferme. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par les raies de lumière qui filtraient entre les volets. Une odeur de moisi et de renfermé saisit immédiatement les policiers. Ils fouillèrent méthodiquement chaque pièce. La cuisine aux meubles recouverts de poussière, le salon où des toiles d'araignée pendaient du plafond, les chambres aux lits défaits depuis des mois. C'est dans la cave que Moreau fit la découverte qu'il appréhendait. Sur le sol de terre battue, des traces évidentes d'une présence récente, des cordes coupées, des emballages de nourriture, une couverture sale et dans un coin, le sac à dos rouge de Marina. « Elle était là », murmura Moreau en ramassant le sac. « Elle était bien là. » Mais Marina elle-même demeurait introuvable. Les recherches étendirent aux alentours de la ferme, aux champs, aux bois environnants. Des chiens policiers furent appelés en renfort, des hélicoptères survolèrent la région. De retour au commissariat, Moreau reprit l'interrogatoire de Dubois avec une urgence renouvelée. « Elle n'est plus à la ferme, Dubois. Où avez-vous emmené Marina ?» L'homme semblait au bord de l'effondrement nerveux. « Je l'ai gardée là-bas quelques jours, mais elle était malade. Elle ne mangeait pas, elle pleurait tout le temps. Et alors, j'ai pris peur. J'ai pensé que si elle mourait, ce serait encore pire pour moi. Alors je l'ai emmenée ailleurs. » « Où ?» Dubois secoua la tête, comme s'il refusait de se souvenir. « Était il y a 3 jours.
Elle était très faible. Elle avait de la fièvre. Dubois, si vous ne me dites pas immédiatement où se trouve Marina, je peux vous assurer que vous passerez le reste de votre vie en prison. Cette menace sembla réveiller ce qui restait de lucidité chez l'homme. Il leva vers Moreau des yeux emplis de terreur et de culpabilité. « Il y a un ancien puits, près de la ferme, derrière le petit bois de chêne. » Le cœur de Moreau s'arrêta de battre. « Qu'avez-vous fait, Dubois? Elle était mourante. Je n'ai pas voulu qu'elle souffre plus. » Cette confession glaça le sang de tous les policiers présents. Moreau sortit précipitamment de la salle d'interrogatoire et donna des ordres urgents pour localiser ce puits. À São Paulo, Conceição Santos attendait près du téléphone, soutenu par Ricardo et Carmen. L'inspecteur Moreau lui avait promis d'appeler dès qu'il aurait du nouveau. Les heures passaient avec une lenteur insupportable, chargée d'une angoisse qui ne cessait de croître. « Pourquoi il n'appelle pas ?» murmurait Conceição. « Ça fait des heures qu'ils ont arrêté cet homme. » Carmen tenait la main de sa belle-fille, puisant dans sa foi une force qu'elle essayait de transmettre. « Il va appeler, » dit-elle doucement. « Et il va nous annoncer qu'ils ont retrouvé notre Marina. » Mais au fond d'elle-même, la vieille dame sentait que quelque chose de terrible s'était produit. Cette intuition qui ne l'avait jamais trompée lui soufflait maintenant que sa petite fille bien-aimée était en grand danger. En France, l'équipe de recherche avait localisé le puits mentionné par Dubois. C était un ancien puits agricole, à demi dissimulé par la végétation, dont la margelle de pierre s'effritait sous l'effet du temps. Moreau s'approcha avec appréhension. Il se pencha au-dessus de l'ouverture béante et dirigea sa lampe torche vers les profondeurs. Ce qu'il vit lui arracha un cri d'horreur. Au fond du puits, 15 mètres plus bas, gisait le corps d'une jeune femme aux longs cheveux bruns. Elle portait encore les vêtements que Marina avait choisis pour son voyage à Paris, un jean et un pull rouge dont il ne restait que des lambeaux. « Faites venir les pompiers !» cria Moreau. « Et l'équipe médicale, vite !» Les opérations de récupération du corps durèrent plusieurs heures. Quand enfin Marina fut remontée à la surface, Moreau dut détourner les yeux. Cette jeune femme qui avait rêvé de découvrir Paris, qui appelait sa mère chaque soir, qui annotait les œuvres de Camus avec passion. N était plus qu'une dépouille brisée par une chute de 15 mètres. Le médecin légiste confirma ce que tout le monde redoutait. Marina Santos était morte depuis 3 jours environ, des suites de ses blessures. Elle avait survécu 1 semaine à son enlèvement, séquestrée dans cette ferme abandonnée, avant que son bourreau ne décide de mettre fin à son calvaire de la manière la plus lâche qui soit. L'appel le plus difficile de sa carrière, Moreau dut le passer vers 21h, heure française. À São Paulo, il était 17h quand le téléphone sonna dans l'appartement des Santos. Conceição décrocha immédiatement. « Inspecteur Moreau ?» Madame Santos, la voix de l'inspecteur se brisa. Comment annoncer à une mère que sa fille unique, l'enfant qu'elle avait élevé avec tant d'amour, qu'elle avait envoyé en France pour lui offrir un avenir meilleur, ne reviendrait jamais? « Vous l'avez trouvé ?» demanda Conceição, son cœur battant la chamade. « Oui, Madame Santos, nous avons retrouvé Marina. »« Elle va bien? Elle est à l'hôpital ?» Un silence insoutenable s'installa. Conceição comprit avant même que l'inspecteur ne trouve les mots. Son cri de douleur déchira l'appartement, réveillant tous les voisins, alertant tout le quartier. « Non !» hurla-t-elle. « Non, pas Marina !»« Pas ma petite fille !» Ricardo lui arracha le téléphone des mains, mais il n'eut pas le courage d'entendre les détails. Carmen s'effondra dans son fauteuil, son chapelet serré contre sa poitrine, ses lèvres murmurant des prières désespérées. Cette nuit-là, 3 vies basculèrent définitivement. Conceição, Ricardo et Carmen venaient de perdre leur raison de vivre, leur source de joie, leur fierté et leur espoir. Marina Santos, 22 ans, étudiante brillante et jeune femme pleine de vie, était devenue une victime de plus de la violence aveugle et de la folie humaine. Gérard Dubois fut inculpé d'enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Lors de son procès, 6 mois plus tard, il plaida la folie passagère, évoquant son traumatisme lié à la mort de sa sœur.
Mais rien ne put excuser l'inexcusable, avoir brisé une vie innocente et détruit une famille aimante. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. 22 ans, l'âge qu'avait Marina quand elle est morte. La famille Santos ne se remit jamais de cette tragédie. Conceição sombra dans une dépression profonde dont elle ne sortit jamais complètement. Ricardo retourna à son travail mais devint un homme taciturne, rongé par la culpabilité d'avoir laissé sa fille partir si loin. Carmen mourut 6 mois après le procès, emportée par le chagrin autant que par l'âge. À Clermont-Ferrand, la gare routière reprit son cours normal. Les voyageurs continuent d'y transiter quotidiennement. La plupart ignorant qu'en septembre 2007, une jeune Brésilienne y a vécu ses derniers moments de liberté avant de disparaître dans l'horreur. Amélie, traumatisée par la perte de son amie, changea d'université et quitta Clermont-Ferrand. Elle n'arriva jamais à oublier Marina, cette colocataire discrète et chaleureuse qui lui parlait du Brésil avec des étoiles dans les yeux. Aujourd'hui encore, quand les vents d'automne balaient les quais de la gare routière, certains employés affirment ressentir une présence, entendre un écho de voix lointaines. Peut-être est-ce le souvenir de Marina Santos qui hante encore ces lieux, cette jeune femme venue de si loin pour étudier et qui n'est jamais rentrée chez elle? Son histoire nous rappelle la fragilité de nos existences, la vulnérabilité de ceux qui osent partir explorer le monde, et surtout l'importance de veiller les uns sur les autres. Car chaque jour, quelque part, une Marina Santos monte dans un train, prend un bus, s'apprête à découvrir une nouvelle ville. Et chaque jour, nous devons espérer que ces voyageurs arriveront sains et saufs à destination, retrouveront leur famille, continueront à poursuivre leurs rêves. L'histoire de Marina Santos nous touche au plus profond parce qu'elle aurait pu arriver à n'importe laquelle de nos filles, de nos sœurs, de nos amis. Elle nous rappelle que derrière chaque fait divers se cache une famille détruite, des rêves brisés, un avenir qui ne se réalisera jamais. Si cette histoire vous a ému, si elle a réveillé en vous cette empathie qui nous rend humains, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre d'autres histoires vraies qui méritent d'être racontées avec respect et dignité. Laissez un commentaire pour rendre hommage à Marina et à toutes ces victimes anonymes dont les noms ne font jamais les gros titres mais qui méritent tout autant d'être respectés et honorés. Car c'est en racontant leurs histoires, en les gardant vivantes dans nos mémoires, que nous empêchons l'oubli de les tuer une seconde fois.